Bonjour, alors je suis Janie Vachon-Robillard, porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Aujourd'hui, on fait une petite capsule d'information sur le règlement de contrôle intérimaire pour être capable de bien saisir les enjeux dans lesquels on se retrouve avec ce règlement-là qui est prévu d'être adopté le 22 novembre. On s'est rendu compte que à travers les citoyens et à travers les élus également, il y a une méconnaissance par rapport à ce que ça implique un règlement de contrôle intérimaire. Et alors, j'ai invité Monsieur Richard Langelier, juriste et sociologue, à venir nous aider à démêler un petit peu toutes ces notions-là. Alors, il va nous expliquer ce que c'est un schéma d'aménagement, ce que c'est un règlement de contrôle intérimaire et les implications qui sont autour de tout ça. Merci d'être avec nous, Monsieur Langelier. Ça me fait plaisir. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis docteur en droit et sociologue. J'ai participé longuement dans les débats avec les municipalités dans le cadre de la lutte contre les gaz de schiste et où j'ai participé dans un collectif scientifique qui soutenait les municipalités. Donc, je suis toujours engagé du côté des municipalités depuis très longtemps. Alors, expliquer brièvement ce qu'est un schéma d'aménagement et un règlement de contrôle intérimaire. Je le ferai en deux temps. D'abord, dans un premier temps, rappeler que la production d'énergie renouvelable, c'est de la compétence unique des municipalités locales. C'est l'article 4.3 de la loi sur les compétences municipales qui le prévoit. Maintenant, un schéma d'aménagement, ben, les municipalités au Québec, sont toutes membres d'une municipalité régionale de comté, dont la fonction est d'arriver à faire de l'aménagement du territoire. Donc, à voir quelles sont les activités utiles qui pourraient être développées, dans quels critères, avec quels critères, dans quel contexte. C'est la fonction essentielle des MRC. Et le règlement de contrôle intérimaire dans tout cela, ben, c'est lorsqu'une municipalité régionale de comté constate qu'il y a un développement anticipé qui n'est pas nécessairement privilégié par la MRC. Si, par exemple, vous aviez une compagnie américaine qui voulait enfouir des déchets nucléaires sur le territoire de la municipalité, il se peut que on veuille interdire ou à tout le moins limiter de telles activités. Dans un tel cas, quand le schéma d'aménagement ne prévoit aucune disposition spécifique sur cette question-là, il est possible à une municipalité régionale de comté d'adopter ce qu'on appelle un règlement de contrôle intérimaire. Intérimaire dans le sens que c'est en attendant que le schéma d'aménagement soit modifié. Et dans les critères qui rentrent en ligne de compte et qui, à mon avis, s'appliquent particulièrement dans le contexte là, de la MRC Nicolette-Yamaska, ben, vous avez l'article 2.2.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne les critères avec lesquels les élus doivent travailler pour aménager le territoire. Donc, quels sont les critères qui président à l'élaboration d'un schéma d'aménagement? Je vous les nommerai pas l'ensemble, il y en a 11, mais je vous rappellerai le 4, le 8 et le 10. Alors, le 4, ça dit qu'une municipalité régionale de comté doit veiller à la santé et à la sécurité, donc sécurité physique, émotive, etc., de ses citoyens. Et que ça, c'est un élément important dans son schéma d'aménagement. Elle doit aussi tenir compte la question agricole. On doit privilégier le développement de l'agriculture sur nos territoires ruraux, évidemment. Et ça, c'est un élément essentiel. Un dernier élément, c'est le paysage. Une MRC, lorsqu'elle aménage son territoire, lorsqu'elle prévoit des critères d'aménagement de son territoire, doit s'assurer que les activités qui vont être permises ben, ne doivent pas compromettre le paysage. Alors donc, ça implique que les élus de la MRC étudient attentivement toutes les questions relatives, par exemple, dans le cas actuel, à l'implantation des éoliennes. Est-ce qu'on a
des données scientifiques sur les conséquences sur la santé? Est-ce qu'on a consulté l'UPA et les autres organismes agricoles? Est-ce qu'on a consulté des experts en ce qui concerne le paysage? Quels seront les impacts du fait d'installer des parcs éoliens sur le territoire de la MRC? Alors, c'est parmi les critères qui doivent être envisagés. Alors que le règlement de contrôle intérimaire, ça vise essentiellement des interdictions ou alors des autorisations sur permission pour faire certaines activités. La question qu'on peut se poser dans le cas de Nicolette Yamaska, c'est est-ce qu'il faut procéder de cette manière-là? Ben, d'abord, il faut constater qu'il ne peut pas y avoir aucun projet d'éolien sur le territoire d'une MRC sans l'aval des municipalités locales. Donc, si il s'agit de protéger le territoire, on n'a pas besoin d'adopter un règlement de contrôle intérimaire, puisqu'il suffirait que les municipalités avisent Hydro-Québec qu'ils ne sont pas consentantes pour le moment au développement d'un parc éolien sur leur territoire. Donc, c'est un choix politique que la MRC a fait en vue de favoriser l'implantation d'un parc éolien parce que la MRC, dans ses déclarations publiques, en tout cas celles que j'ai vues, mentionnait que si elle ne participait pas au premier appel d'offres qui finissait en septembre, elle avait l'intention d'y participer éventuellement. Alors, en faisant le choix d'un RCI, elle n'a pas l'obligation de tenir une consultation publique. Parce que de toute façon, la consultation publique, dans un certain sens, a déjà eu lieu, puisque les citoyens, par pétition, se sont objectés majoritairement à l'implantation d'un tel parc éolien. Alors donc, la MRC, ce qu'elle souhaite faire, c'est éviter la consultation, puisqu'effectivement, lorsqu'on adopte un règlement de contrôle intérimaire, on n'a pas l'obligation de tenir un référendum. Ceci dit, ce n'est pas une interdiction de tenir un référendum. Si la MRC le souhaitait véritablement, elle pourrait tenir un référendum. Il n'y a rien qui interdit dans la loi. Et ce qui n'est pas interdit est permis en matière Ainsi, juridique. ainsi que des consultations publiques. La MRC aurait pu décider qu'avant d'adopter le RCI, elle allait consulter sa population pour voir si on voulait apporter des modifications à ce règlement de contrôle intérimaire-là. Bien sûr, puisque effectivement, dans le projet de règlement de contrôle intérimaire, on prévoit par exemple des distances séparatrices entre les résidences des citoyens et l'installation éventuelle d'éoliennes. Donc, oui, il y aurait, à mon avis, il y a une consultation dans un domaine où on risque de modifier l'agriculture, on risque de modifier le paysage, on risque d'introduire un certain nombre de nuisances. Ben, il me semble que ça aurait été particulièrement approprié de tenir une véritable consultation publique, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été le cas actuellement. Alors, donc là se pose la question, est-ce que ça peut être compatible, les règlements des municipalités locales par rapport à un règlement de contrôle intérimaire? La réponse à cela, c'est oui. Pourquoi? Ben, parce que l'article 68, le deuxième alinéa de l'article 68 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, prévoit que lorsqu'une MRC adopte un règlement de contrôle intérimaire, les municipalités doivent avoir des règlements de zonage qui sont conciliables avec le règlement de contrôle intérimaire de la MRC. Alors, le mot conciliable ici a toute son importance. Ce qui est conciliable ne veut pas dire équivalent ou identique. Ça veut dire que l'un par rapport à l'autre peuvent être dans une relation de complémentarité. Je vous donne tout de suite un exemple. Supposons, par exemple, que la MRC, dans son règlement de contrôle intérimaire, prévoit une distance de 800 mètres entre les éoliennes et les résidences des citoyens, et qu'une autre municipalité décide de mettre 2 kilomètres, comme moi je le suggère dans le règlement municipal que j'ai préparé. Alors,
est-ce qu'il y a contradiction? Non. Le citoyen de la municipalité qui a adopté une distance séparatrice de 2 kilomètres, est-ce qu'il viole le règlement de la MRC? Non, il ne le viole pas parce que si, s'il peut le plus, il peut le moins. C'est-à-dire que là, si la municipalité locale adoptait une distance séparatrice de 400 mètres, donc la moitié de la distance que propose la MRC. Là, ça serait inconciliable parce que ça serait nettement contradictoire. Le citoyen qui respecterait la norme de sa municipalité locale, 400 mètres, se trouverait à violer la disposition de la MRC qui parle, elle, de 800 mètres. Alors donc, dans la mesure où les municipalités, pour des raisons de sécurité de leurs citoyens, de protection de l'environnement, de protéger la santé, de protéger l'agriculture, de protéger le paysage, décident d'augmenter les distances séparatrices. Il n'y a pas, c'est conciliable, c'est-à-dire que c'est simplement plus sévère, mais respectant le règlement de sa municipalité locale, le citoyen ne viole absolument pas la réglementation de la MRC. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est à partir du fait que la compétence de la municipalité est exclusive dans la production d'énergie et donc, en conséquence, sa responsabilité est de même. C'est-à-dire que c'est elle qui a la responsabilité première de défendre ses citoyens, de s'assurer de leur bien-être, de leur santé, de leur sécurité. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait approprié pour une municipalité d'augmenter si elle a des motifs raisonnables de le faire. Il ne s'agit pas d'utiliser la réglementation municipale à des fins inappropriées, mais dans la mesure où la municipalité locale est en mesure de justifier sur le plan scientifique, sur le plan de la raison, sur le plan, par exemple, d'une application conséquente du principe de précaution qui est prévu dans la loi sur le développement durable, on ne peut à ce moment-là lui reprocher quoi que ce soit et c'est tout à fait conciliable avec un règlement qui est moins sévère. La différence fondamentale, c'est que la municipalité qui adopte de telles distances peut tenir un référendum et peut donc avoir l'approbation de sa population pour imposer de telles normes. Moi, ce que je voyais comme une problématique là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs municipalités en ce moment dans la MRC dont les conseils municipaux sont majoritairement en faveur des éoliennes, ne sont pas préoccupés par les distances qui sont inclus dans le RCI. Donc, ils n'auront pas la motivation de, comme vous disiez, là, pour voyons, des considérations raisonnables, pouvoir protéger leur population, faire la démarche de faire un règlement plus sévère. Ils n'auront pas cette initiative-là. Et si des pétitions majoritaires n'ont pas suffi à les faire changer d'idée ou à vouloir accorder plus d'importance à la voix citoyenne, je crains que les citoyens ne réussissent pas à exiger que ces règlements-là soient mis en place dans leur municipalité. Fait que ça, c'est un problème. Alors que si déjà on ne passait pas par un règlement de contrôle intérimaire, les municipalités seraient obligées d'adopter un règlement municipal et là, ils seraient obligés de consulter les citoyens et les citoyens seraient impliqués. Alors moi, je vois que le RCI, ça vient dévier, ça vient empêcher, dans le fond, la possibilité que les citoyens soient consultés, puis il y a un pouvoir dans la réglementation qui va être mis en vigueur. Oui, vous avez raison. Techniquement parlant, c'est ainsi que ça va se passer. Mais comme je vous l'indiquais, d'une part, rien n'interdit à la MRC de tenir un référendum sur l'ensemble de son territoire. C'est tout à fait dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est bien prévu à l'article 80.1 ou 81.1, là, je ne me souviens pas par cœur, qu'une municipalité peut développer toute initiative dans le but de favoriser la participation des citoyens, leur consultation et leur prise leur participation aux décisions.
Quant à la municipalité locale qui refuse de se soumettre à la volonté populaire, ben, c'est un problème politique, c'est-à-dire que les élus qui agissent de cette manière-là devront, un jour ou l'autre, rendre des comptes à leur population sur les inconvénients qui risquent d'être générés, parce que le problème principal, à mon avis, c'est que l'étude n'est pas complétée au niveau de la MRC sur, par exemple, les éléments que je mentionnais précédemment. Et donc, c'est un risque politique que prennent les élus. Est-ce qu'ils veulent, est-ce que pour des considérations partisanes, ils veulent soutenir le plan actuel du gouvernement du Québec? C'est une possibilité, mais un jour ou l'autre, ils devront en rendre compte. Lorsque les éoliennes vont commencer à être installées et que les problèmes risquent d'être générés, ben là, les gens qui ont de façon, je dirais pas aveugle, mais en se fiant énormément à la bonne foi des promoteurs, ben ils vont devoir rendre compte à la population. Alors, c'est un débat politique essentiellement autour de ces questions-là. Mais c'est ça, c'est un débat politique dans lequel moi je trouve en ce moment que les citoyens ont pas de prise si le RCI est vraiment adopté. Puis je pense que c'est pour ça que ce choix politique-là a été fait parce qu'on ne peut pas exiger que la MRC tienne ce référendum-là. Et vous dites là, il pourrait très bien le faire s'il en avait l'intention, la volonté, mais ça semble pas être le cas parce que on leur a demandé puis ça aboutit pas. Donc moi, je sens que les citoyens sont comme écartés des décisions. Et même dans une municipalité qui voudrait dire, OK, nous, on va, par exemple, faire un règlement parce qu'on voudrait protéger un peu mieux les milieux humides, parce qu'on trouve que 50 mètres de la base de l'éolienne avec le milieu humide, c'est vraiment trop peu. Les pales vont surplomber le milieu humide. Alors, il ferait un règlement plus sévère en incluant, par exemple, juste ça. Il ne changerait pas la distance des maisons. Mais les citoyens qui seraient consultés à ce moment-là dans le règlement municipal voudraient s'opposer au règlement parce qu'ils diraient, mais nous, on veut aussi que vous augmentiez la distance des maisons ou des bâtiments d'élevage. On trouve que 300 mètres, c'est pas assez compte tenu des risques potentiels qu'on a vus qui se passaient ailleurs au niveau des courants parasites, etc. Donc, nous, on voudrait que ce soit plus sévère. Donc, s'ils sont pas écoutés au moment où il y a la présentation du règlement, et ils vont demander un référendum pour s'opposer. Et là, quand ça va tomber, le règlement, s'il y a assez de gens qui votent contre ce règlement-là, ben, ils vont retomber sur les réglementations du règlement de contrôle intérimaire. Parce qu'il existe déjà une réglementation, la municipalité ne sera pas forcée de recommencer son exercice de réglementation. Donc, on perd d'une certaine façon ce que d'autres municipalités ont eu dans la MRC d'Arthabasca, la possibilité de vraiment utiliser le référendum pour négocier avec les autorités en place, là, avec nos élus pour s'assurer que ça représente vraiment les préoccupations de la majorité des citoyens, la façon dont le règlement est mis en place. Et tout à fait, parce que de toute façon, les distances séparatrices, en fait, de la façon dont je comprends cela actuellement dans la proposition qui est faite dans le projet de règlement de contrôle intérimaire, c'est essentiellement les distances voulues par les sociétés, par les compagnies, par les promoteurs. Dans les faits, évidemment, eux invoquent la plupart du temps des raisons économiques, c'est-à-dire que si on éloigne les éoliennes des bâtiments d'élevage, des maisons, des milieux humides, etc., bien évidemment, on va augmenter les coûts de production de l'énergie. Et donc, on va affecter la rentabilité du projet. Mais la jurisprudence en matière d'environnement reconnaît de façon très, très stricte que des considérations économiques ne peuvent pas dicter les choix environnementaux. C'est d'abord la protection de l'environnement qui doit être le critère principal et après peut entrer en ligne de compte, mais seulement comme élément secondaire, les questions économiques. Je vous donne un exemple que je pense que les gens peuvent facilement comprendre. Vous avez vu que dans les dernières années,
on a modifié, et avec, on a donné un dernier délai de grâce, là, mais on a modifié les mesures de sécurité autour des piscines privées. Alors, est-ce que un résident peut dire, ben moi, économiquement, c'est trop dispendieux de protéger les enfants en installant des clôtures d'une certaine hauteur? La réponse est non. Alors, c'est exact en matière d'environnement, puis en matière de sécurité publique, c'est la règle de l'absolu, c'est-à-dire que on ne peut pas invoquer des raisons économiques pour s'objecter. Évidemment, si les municipalités n'adoptent pas rapidement des distances séparatrices et qu'ils reviennent par la suite en imposer d'autres, bien là, effectivement, les promoteurs pourraient tenter d'invoquer des droits acquis pour dire, ben moi, quand j'ai contracté dans le territoire de votre municipalité, les règles étaient les suivantes, et là, vous ne pouvez pas les modifier en cours de route. Alors, je ne suis pas certain qu'on puisse véritablement invoquer des droits acquis, mais il y a matière à litige. Alors, évidemment, même si les promoteurs ne gagneraient vraisemblablement pas une telle démarche judiciaire, ben, quand même on va quand même obliger les communautés locales à dépenser des sommes d'argent pour défendre leurs droits à la santé, à la sécurité et au bien-être de leurs résidents. Ce que vous apportez là, ça nous a même été confirmé par un appel au ministère de l'Habitation et des Affaires municipales, quand il nous disait que si dans le fond, la municipalité doit attendre que le schéma d'aménagement soit modifié avec le règlement de contrôle intérimaire pour faire une nouvelle réglementation. Et sa nouvelle réglementation, si elle arrive justement après que les promoteurs aient déjà comme commencé à s'intéresser, à faire le plan de comment il allait installer ça sur le territoire. Il pourrait contester le règlement plus sévère. Et puis là, la municipalité aurait le fardeau de la preuve. Il nous disait qu'il faudrait des preuves scientifiques pour expliquer pourquoi on devient plus sévère. Et il manque d'études actuellement. Ça ne va pas nécessairement être facile à faire, cette preuve-là. Parce que sinon, effectivement, il y aurait risque de poursuite parce qu'il y aurait malgré ce que vous avez dit précédemment, que les aspects économiques ne doivent pas être la priorité, ben eux, ils se baseraient sur le fait que le règlement de contrôle intérimaire de la MRC leur permettait de mettre les éoliennes plus proches et donc le nouveau règlement municipal vient nuire à leur profit. Donc, ce Ben, c'est serait une problématique qu'on risque de faire face en passant avec un règlement de contrôle intérimaire. Il peut y avoir en droit toutes sortes de prétentions. Ça ne veut pas dire que les tribunaux seraient d'accord avec de telles prétentions. Moi, je pense que il n'y a pas de droits acquis qui peuvent véritablement s'imposer en matière d'environnement. Évidemment, les motifs pour lesquels on prend les mesures ne doivent pas être farfelus ou strictement adoptés dans le but de nuire à une personne. Mais dans la mesure où des consultations ont eu lieu, des expertises ont été produites montrant les risques, par exemple. Le règlement dit de Saint-Bonaventure en matière de protection des sources d'eau potable, ben, c'est exactement ce que, quand un promoteur a décidé de poursuivre une petite municipalité locale, Restigouche, la juge Tremblay de la Cour supérieure a bien expliqué que le conseil municipal n'ayant pas agi de façon frivole ou de façon sans motif valable, ayant consulté les experts, ayant consulté la population, si la population est opposée à un projet, ben, je pense que le point de vue de la population doit prévaloir. C'est ça la démocratie essentiellement. Alors donc, il faut s'assurer, oui, il peut y avoir des poursuites, mais écoutez, même les gens de mauvaise foi entreprennent des poursuites, prétendent qu'il y a diffamation alors qu'il y a simplement critique. Alors donc, il n'y a pas de motif de s'inquiéter, il y a un motif de s'organiser, de s'assurer que la volonté des citoyens va être respectée. Mais comme vous avez dit,
ça, c'est quand même possible, même s'il ne gagnerait pas, c'est possible de démarrer une poursuite qui engage des frais municipaux, puis euh, c'est ça, on va nous gaspiller de l'argent à se battre en cours pour finalement gagner au bout de la ligne, mais c'est une procédure qu'on pourrait s'éviter si les municipalités passaient par des règlements municipaux dès le départ. Est-ce qu'il y a un désavantage pour les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska en ce moment de refuser le RCI et de dire non, nous, on va adopter les règlements municipaux par municipalité? Est-ce qu'il y a un désavantage, à part le côté politique, là, où est-ce que là, ça ouvre la porte à consulter la population puis à être face à ça? Non, je dirais qu'il y a seulement des avantages à le faire. Il n'y a pas de désavantages. L'avantage immense, c'est de prendre des décisions qui sont conformes à la volonté de la population. Mais sur le plan technique, sur le plan juridique, il n'y a pas d'avantage à adopter un RCI. En fait, on devrait adopter un RCI, comme je l'expliquais précédemment, s'il y a un risque, s'il y a un danger. Or, il ne peut pas y avoir d'installation d'éoliennes sur le territoire de la MRC tant et aussi longtemps que les municipalités locales n'y ont pas consenti. Alors donc, ça donne tout le temps requis à la MRC de faire de la modification de son schéma d'aménagement en prenant le temps nécessaire pour consulter, examiner, consulter des experts, mener des études. Alors, tu sais, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'éoliennes du gabarit de celles qu'on veut installer. Alors, est-ce que, par prudence, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre de voir un peu ce qu'il en est, quelle sera l'expérience? Est-ce que ça va détruire les chemins municipaux d'aller installer ces monstres mécaniques? Est-ce que ça va avoir des inconvénients? En fait, les élus ont très peu d'informations pour prendre une décision comme celle-là. Je crois que l'appât du gain est très fort et que c'est ça qui conditionne dans une large mesure la volonté des municipalités. On peut d'ailleurs les comprendre. Le problème, c'est qu'effectivement, le gouvernement n'a pas consenti aux municipalités. Oui, récemment, il y a eu la signature d'un pacte fiscal qui indexe essentiellement les sommes qui seront versées aux municipalités, mais un véritable plan de financement, comme les municipalités le réclamaient pour faire face au changement climatique, n'existe pas. Alors donc, ça place les municipalités locales dans une position très difficile de devoir éventuellement augmenter les taxes foncières, mais ce n'est pas la solution non plus de financer un petit nombre de municipalités locales par le biais des éoliennes, parce que ça laisse dans l'ombre la majorité des municipalités québécoises. Alors donc, il faut regarder les avantages financiers, mais encore là, ça vaut la peine d'examiner, y a-t-il véritablement un bénéfice financier à aller chercher? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté, les sommes versées pour la production d'électricité ont diminué de façon draconienne par rapport à ce qu'elles étaient au tout début des projets éoliens qu'on a vus en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, et il faut Le coût rappeler des aussi éoliennes augmente énormément et le taux aussi, d'éoliennes défectueuses a aussi augmenté. On a vu que Siemens ou Simon, je ne sais pas comment on le prononce, a vraiment eu des ratés avec ça, là. Beaucoup d'éoliennes dernièrement qui ont absolument, problématique. il y a ces inconvénients-là, ces enjeux-là. Et il faut bien voir aussi que le gouvernement pourrait imposer à la MRC de se porter garant du projet et sans que le ministère soit tenu absolument de tenir un référendum. L'article 111 et suivant de la loi sur les compétences municipales prévoit cette possibilité que le gouvernement peut exiger que la MRC se porte garante. Alors donc, même sur le plan financier, il n'y a probablement pas que des avantages. Il y a probablement aussi des inconvénients et je ne sais pas jusqu'à quel point ces inconvénients-là, ces risques-là ont été pris en compte. Est-ce que des actuaires ont travaillé
pour bien renseigner nos élus sur cette question-là. Il me semble y avoir un flou assez considérable là, sur, on a vu là, dans Arthabasca, ça a signifié un emprunt de plus de 90 millions de dollars de la part de la MRC. Alors, probablement qu'il en serait de même avec des montants tout aussi juteux pour la MRC de Nicolette-Yamaska. Alors, est-ce que dans le contexte actuel, puis dans le contexte où les éoliennes, M. Fitzgibbon disait récemment que les éoliennes, leur efficacité n'est que de 35. Alors donc, il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas véritablement pris en considération. Euh, Par exemple, l'autre élément, vous savez, on est sur le corridor de migration des oiseaux. Et ma collègue Céline Marié, qui est biologiste et professeure retraitée de biologie, a montré dans un article qui a été publié dans le journal Le Bonaventurin, là, le petit journal local de Saint-Bonaventure, qu'il y avait des risques considérables à installer des éoliennes dans notre territoire. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces différents enjeux-là ont été véritablement pris en compte dans la décision de la MRC d'aller de l'avant. En tout cas, pour ce qui a trait à l'enjeu du montage financier puis des implications financières, on se fait toujours répondre, oui, mais il n'y en a pas de projet. Ça sert à rien de vous parler de ça. On peut pas vous parler il n'y en a pas de projet. On l'a laissé passer celui du 12 septembre. Alors là, on fait juste protéger le territoire avec un RCI, puis on regardera ça plus tard quand il y aura un projet. C'est à peu près ça qu'on peut avoir comme réponse actuellement. Mais, mais ils peuvent très bien protéger le territoire, comme on l'a vu précédemment, en disant simplement, en envoyant une lettre à Hydro-Québec en disant, nous, on n'est pas intéressés pour le moment, tant et aussi longtemps que nos analyses, nos consultations des populations, nos consultations des experts n'auront pas été réalisées sur la base des différents enjeux que les citoyens ont mis de l'avant récemment. Une chose aussi qui me préoccupe, c'est que certains élus de la MRC, quand on leur demande pourquoi ils ne s'opposeraient pas au RCI pour qu'on revienne aux règlements municipaux, alors une des préoccupations qui est ressortie, c'est que si nous, on ne va pas dans le même sens que la MRC, si on n'appuie pas le RCI, et puis finalement, notre population refuse au référendum qu'on permette des éoliennes sur notre territoire, on va se retrouver avec peut-être toutes les municipalités environnantes qui vont avoir accepté les éoliennes. Donc, on va avoir quand même les désavantages, les nuisances des éoliennes parce qu'on n'est pas très loin des autres municipalités. Mais on n'aura aucun avantage financier. Et en plus, on va être entouré par des municipalités qui vont, eux, avoir les avantages financiers. Même Nicolet, même des municipalités qui n'auront pas d'éoliennes vont toucher des bénéfices alors que eux n'en toucheront aucun s'ils s'opposent de quelconque façon au plan de la MRC. Moi, je trouve ça Oui, problématique. oui, mais je crois qu'ils ont raison dans une certaine mesure, mais effectivement, c'est eu égard à cette situation potentielle, problématique, ben, il me semble qu'au contraire, ça exige des élus une plus grande prudence pour s'assurer que, effectivement, les règles qu'on va établir seront des règles équitables. Est-ce que c'est plus équitable actuellement qu'un certain nombre de municipalités, eu égard à leur poids démographique, donc au volume de population qu'elles représentent, puissent imposer à d'autres municipalités les nuisances, alors qu'elles vont toucher des bénéfices, mais n'auront aucune nuisance. Enfin, il me semble qu'il y a là un problème d'équité assez important, un problème de démocratie fondamentale, mais effectivement, je crois qu'il faut travailler le plus largement possible un consensus entre les municipalités, mais il faut pas non plus oublier que la responsabilité, c'est d'abord les municipalités locales qui l'ont. Et donc, en conséquence, les maires qui vont
autoriser ça sur leur territoire, s'ils se retrouvent avec de nombreux inconvénients, ben, ils vont devoir en rendre compte à leur population. Pourquoi se sont-ils précipités? Pourquoi n'ont-ils pas pris le temps de consulter, d'analyser, d'étudier à fond et pas simplement se fier à ce que nous en disent les promoteurs, qui évidemment, dans la défense légitime de leurs intérêts, embellissent quelque peu les projets, alors que fondamentalement, même les promoteurs ne le savent pas, puisqu'il n'y en a pas d'éoliennes de 6 mégawatts encore au Québec. Alors donc, à partir de là, on prend un risque. Et est-ce que le risque en vaut la chandelle, comme on dit? Moi, j'ai de forts doutes sur cette question-là. Je trouve que c'est la même menace que les cultivateurs ont eue. Si vous signez pas, votre voisin va signer, puis c'est juste lui qui va avoir l'argent, mais vous allez les voir pareil, les éoliennes. Là, c'est la même chose au niveau des municipalités. Des petites municipalités qui ont très peu de budget, qui savent qu'ils vont être obligés d'énormément augmenter leurs taxes à cause de l'inflation puis de tous les coûts qui ont augmenté énormément. Là, se retrouvent à se dire, ah ben là, probablement que ce qui va l'emporter, c'est que c'est l'argent. Hein? On est dans une société où c'est l'argent qui l'emporte, donc les autres municipalités vont dire oui pour avoir les éoliennes, vont avoir plus d'argent. Nous, on va rester le petit village pauvre au milieu qui, de toute façon, va être entouré par les éoliennes. Donc, je peux pas me permettre ça. Il faut que moi aussi, je suive que je reste dans les rangs puis que je ne m'oppose pas à ce que on passe par RCI, tout en sachant que ça limite l'implication des citoyens puis, dans le fond, donc, ça limite la démocratie également. C'est ça le problème dans lequel on se retrouve. Oui, ben, vous avez absolument raison. Le problème fondamental, c'est un problème démocratique, effectivement. Est-ce que les populations en veulent véritablement dans dans l'état actuel des choses? Si c'est non, ben, les élus devraient se faire les porte-paroles de leur population. Il semble qu'il y aurait peut-être certaines réticences à cet égard, mais je crois il y a pas de, au-delà, évidemment, on pourrait s'adresser aux tribunaux, contester, judiciariser le débat, mais moi, je pense que fondamentalement, c'est un débat social. Il faut continuer de travailler pour convaincre nos élus d'aller dans le sens que souhaite la population. C'est, je vois pas comment des élus qui sont face à une population qui leur dit, on n'en veut pas dans les conditions actuelles. Je ne vois pas pourquoi ces élus-là continuent de s'entêter et de chercher des bénéfices où peut-être il n'y en a pas. Euh, je pense qu'on va... Ouais, je pense que la réponse à cette question-là, c'est qu'ils sont allés voir des parcs éoliens où, semble-t-il, il n'y avait pas de problème. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens qui ont des problèmes avec les éoliennes, ne peuvent pas en parler. Parce que les gens qui sont les plus proches des éoliennes, dans leur contrat, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit qui va nuire à la compagnie, ou nuire à la réputation, nuire aux éoliennes. Donc, ils vont consulter des parcs éoliens, ils se font dire par le maire et par des gens qu'ils rencontrent dans la rue qu'il n'y a pas de problème avec les éoliennes. Donc, moi, je pense qu'ils sont convaincus que s'ils poussent les éoliennes pareil, même si les citoyens en veulent pas, finalement, on va se rendre compte éventuellement que c'était pas si pire que ça, qu'on avait peur pour rien, puis on va être bien content d'avoir l'argent. Puis que moi, j'imagine que c'est ça qu'ils pensent. Même si c'est un problème démocratique, même si c'est ça. Moi, ils le voient pas, le problème démocratique. Moi, ce que je réponds aux maires qui ont peur on manque d'argent finalement, puis que ça, c'est une belle opportunité, je me dis, il faudrait d'abord qu'on en parle en communauté de c'est quoi le manque d'argent, le manque à gagner, c'est quoi la situation dans laquelle on se retrouve et qui nous propose vraiment, qui nous montre vraiment ce qu'ils pensent qui est le montage financier réaliste, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller gagner avec les éoliennes versus qu'est-ce qui va arriver si on dit non aux éoliennes. Mis à part qu'on peut encore faire des pressions pour que le gouvernement finance mieux les municipalités, en attendant, qu'est-ce qu'on est capable de faire collectivement pour garder ne pas entrer dans le risque que ça affecte notre qualité de vie.
puis soutenir les plus démunis, puis quand même réussir à passer au travers, là, est-ce qu'on est prête à faire les concessions au niveau financier que ce qui va avec? Moi, je pense qu'on devrait avoir ce débat-là collectivement ensemble, mais ça n'a pas lieu actuellement, là. Ben, je pense qu'effectivement, l'attitude prudente, ça serait de... Est-ce qu'on peut considérer que c'est une attitude prudente d'aller passer 1 heure dans un village où il y a quelques éoliennes, puis considérer que notre étude est faite et que les avantages l'emportent sur les inconvénients? Ça me semble un peu court comme examen scientifique d'un enjeu qui est aussi considérable et qui risque d'avoir des impacts. Les élus pourraient s'inspirer de leurs collègues de Pierre de Sorel, de la MRC voisine, qui, eux, suggèrent que oui, on veut participer à la production d'énergie renouvelable. Cependant, on doit examiner toutes les options qui sont devant nous. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un parc solaire qui aurait moins d'inconvénients et qui permettrait de créer autant d'énergie, d'installer les panneaux solaires sur les granges, par exemple, sur les bâtiments de ferme à l'échelle de toute une MRC. On peut aussi penser à géolocaliser l'ensemble de son territoire. Est-ce qu'il y aurait des parties de celui-ci qui seraient plus favorables, c'est-à-dire qui n'auraient pas d'impact agronomique, qui n'auraient pas d'impact sur le bien-être des populations? Cet exercice-là, est-ce qu'il a été fait? Est-ce que, par exemple, on peut envisager des formes plus coopératives? Est-ce que, pour que ça rapporte véritablement, est-ce que c'est simplement le jeu des promoteurs ou est-ce que, compte tenu justement de l'expérience de notre MRC voisine, qui eux autres ont développé une coopérative où tous les revenus ça rapporte à la MRC. Autrement dit, le modèle économique, est-ce que c'est le modèle idéal? Est-ce qu'on a examiné d'autres modèles? Est-ce qu'il y a eu des débats dans la population autour du modèle économique? Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être faits si la MRC acceptait la proposition que votre collectif a faite à la MRC de faire tabula rasa, de se faire table rase de ce projet-là et de participer avec les citoyens à l'élaboration d'un véritable projet communautaire de développement d'énergie durable sur le territoire, s'assurant, par exemple, que cette énergie-là, en cas de panne généralisée, servirait d'abord la communauté locale. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments de réflexion qui peuvent être faits avec la population et il me semble, moi, que c'est très imprudent de s'engager dans le projet avec le peu d'assurance, d'informations dont on dispose actuellement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on se met dans une position de vulnérabilité en voulant aller vite, vite, vite parce que le gouvernement, vite, 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 signe des contrats puis donne promet des centaines de mégawatts à plein de compagnies. Mais c'est nous qu'on se met en danger. Donc, on devrait plutôt mettre les freins, dire on va prendre le temps comme il faut d'évaluer c'est quoi la meilleure façon de participer à cette transition-là écologique dans notre coin. Et si si on était plein de MRC qui faisaient ça, finalement, le gouvernement serait obligé de ralentir ses élans, de donner des mégawatts partout, et on aurait finalement un plus grand pouvoir qu'on pense qu'on en a sur le gouvernement à la tête de la province. Mais on fonctionne encore dans un mode à l'envers, je trouve, où on se dit toujours que ben on n'a pas le choix. De toute façon, les décisions qui vont être prises en haut euh, font qu'on peut pas faire autrement. Mais moi, ce que j'apprends de plus en plus, c'est que finalement, au niveau municipal, on a quand même un pouvoir qu'on n'exerce pas comme à son plein potentiel, finalement. Absolument, absolument. C'est des gouvernements de proximité. Alors donc, c'est les gouvernements qui devraient être le plus sensibles aux préoccupations des citoyennes et des citoyens. C'est ça qui est l'enjeu fondamental. D'ailleurs, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a des dispositions autour de l'article 81 qui montrent que les municipalités sont encouragées à développer toutes
initiative allant dans le sens d'une participation de la population, d'une consultation étendue. Une consultation étendue, là, ça veut dire que c'est pas qu'on arrive avec un projet tout ficelé puis on dit à la population, c'est à prendre ou à laisser. C'est que la population doit être associée à l'élaboration même du projet avec de véritables procédures de consultation qui permettent à la population de véritablement se faire entendre, pas un petit comité de consultatif, le bidon, où finalement peu de choses arrivent à la consultation, où simplement on a mis en place les personnes, les bonnes personnes pour obtenir l'aval souhaité. Mais est-ce que c'est une véritable consultation? On peut en douter. Oui, moi j'avais même fait imprimer le document, le cadre de référence gouvernementale en matière de consultation de la population pour en discuter avec les gens de la MRC, mais je pense ils ont pas pris le temps de regarder, ou en tout cas ils ont pas aimé ce qu'ils ont trouvé là-dedans, parce que le gouvernement a vraiment émis un document très bien fait sur c'est quoi les meilleures façons d'impliquer la population, et comme vous le dites, ils doivent pouvoir sentir qu'on les consulte et qu'ils ont un impact sur les décisions. Si on fait que les consulter quand tout est déjà décidé, ça sert à rien. Ce n'est pas une vraie consultation. En tout cas, tout ça existe déjà, mais c'est question de volonté politique. Donc, je pense qu'on va terminer notre entretien ici pour pas que ce soit immensément long à écouter pour les gens. J'espère que ça va les aider à voir plus clair à travers les décisions qui sont en train de se prendre au niveau de la MRC prochainement. Et puis, ben, si jamais vous avez des questions, vous qui écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à écrire au collectif et on s'assurera de vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Langelier, pour votre éclairage sur cette question aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt.